merci d'avoir accepté l'invitation de l'Association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO à participer à ce débat sur les fake news aujourd'hui, 15 janvier 2022. Madame Frau-Mex, vous êtes spécialiste des médias, des contenus et des comportements à risque notamment, puisque vous avez fait plusieurs études là-dessus, en particulier les questions de violence, de pornographie et d'information. Vous êtes spécialiste également des questions de réception et d'usage des technologies de l'information et de la communication. Vous êtes notamment professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, où vous dirigez plusieurs masters. Vous êtes professeur des sciences de l'information et de la communication. Par ailleurs, c'est ça qui nous intéresse aussi, vous êtes experte auprès de l'UNESCO, de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe. Vous avez fait partie, si je ne me trompe pas, du bureau de la société civile, qui nous intéresse aussi, au sommet mondial sur la société de l'information et de la communication qui s'est tenu en 2003 et en 2005. Vous avez publié énormément sur les questions de médias, de diversité culturelle, d'acculturation, d'identité numérique et évidemment les fake news, puisque vous venez de publier récemment à la documentation française Qui a peur des fake news. Et vous êtes également présidente ou directrice de la chaire UNESCO, dont nous parlerons à la fin de cet entretien. Alors peut-être premier point, Madame Frau-Megs, pour que nous soyons tous d'accord sur ce nous allons parler. En fait, qu'est-ce qu'une fake news? Parce que j'ai lu dans vos travaux que vous préfériez d'autres termes que le terme fake news. Donc, si vous voulez, peut-être première question, définissons et mettons-nous d'accord sur ce qu'est une fake news. Eh bien, nous allons nous mettre d'accord de ne pas être d'accord, parce que la définition des fake news est assez complexe, en fait, bien que je pense que tout le monde reconnaisse une fake news quand il la voit. Donc ça serait la définition par défaut. Le terme fake news a été employé le premier massifié le premier par le président Donald Trump. C'est pour ça que nous, les chercheurs, on s'en méfie. Parce que lui, évidemment, il l'a employé à rebours pour dire que tous les médias diffusent de la désinformation. Donc, dès qu'un média dit quelque chose qui lui déplaît, Donald Trump dit fake news, vous êtes fake news. Donc, vous voyez que c'est un problème pour nous parce que c'est une torsion volontaire et assez perverse de l'information et des médias. Et donc, nous réservons ce terme fake news à Donald Trump. Nous donnons à César ce qui appartient à César, et nous, les chercheurs, qui essayons de comprendre le phénomène dans son ampleur, et malheureusement, il n'est pas présent qu'aux États-Unis, nous préférons donc le terme de désinformation ou de malinformation. Moi, je préfère d'ailleurs le terme de malinformation, parce que dans malinformation, il y a malveillance, et il y a donc une intention humaine malveillante. Et puis, il y a cette idée qu'il y a une mauvaise pratique de l'information, détournée volontairement, et aussi la possibilité de ce qu'on appelle le malware, c'est-à-dire une possibilité de trafic technologique, parce que c'est une des nouveautés. Donc, le vrai débat pour moi, donc, il est plutôt dans le fait de décider si oui ou non c'est un phénomène nouveau ou un phénomène ancien. Voilà. La plupart des collègues qui travaillent sur la désinformation pensent que c'est un phénomène ancien. Parce qu'il y a toujours eu de la propagande, qu'il y a toujours eu de la rumeur, etc. Et c'est vrai que dans la nasse de termes qui ont pour chapeau la désinformation, on trouve des choses assez bénignes, du genre rumeurs, légendes urbaines. On trouve de la propagande, mais on trouve à l'autre bout du spectre, beaucoup plus glauque, si je puis dire, on trouve des cybermenaces et on trouve de l'ingérence politique, voire militaire. Et au ministère de la Défense, les fake news relèvent de la cyberguerre. Voilà. Donc ça, c'est l'espèce de paquet cadeau qu'il y a sous le terme de désinformation de nos jours. Et donc, pour ma part, je considère que c'est un phénomène nouveau. Non pas du côté propagande ou rumeur, mais du côté de son ampleur, qui est complètement inédite, parce qu'elle est amplifiée par les réseaux sociaux,
Du côté de l'appareil technologique qui est sollicité, ça ne serait pas possible sans Internet, le fait que ça soit transfrontière. Et surtout, le phénomène le plus nouveau, me semble-t-il, du côté humain, du côté des usages, qui est, comme vous l'avez dit, ce qui m'intéresse, c'est que les usagers, vous, moi, on se retrouve à propager et à amplifier la désinformation. Ce qui n'était pas le cas tellement dans les usages antérieurs de la propagande, où c'était l'acteur principal de la propagande, un État, un parti, etc., qui amplifiait, qui utilisait un certain nombre d'outils, même des pamphlets et autres, mais le public était en position de réception. Là, le public est réactif, peut lui-même propager, voire lui-même créer de la désinformation. Donc, pour moi, là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement nouveau, qui explique d'ailleurs la grande inquiétude de beaucoup de décideurs de nos jours, mais aussi de chercheurs comme moi. Merci. Donc, en fait, plutôt que qui a peur des fake news, vous auriez peut-être préféré qui a peur de la malinformation ou qui a peur de l'infox, encore que c'est le Oui, terme maintenant officiel. Mais bon, voilà, nous avons eu cette discussion avec la documentation française, qui, comme vous le savez, est quand même un organe officiel. oui. Et Oui. ils étaient très embêtés parce que nous avions décidé le livre m'a été commandé en 2017. Il est sorti en 2019 pour plein de raisons que je ne dirai pas ici. Mais du coup, entre-temps, le terme infox avait été officiellement créé. Mais on a gardé fake news en mettant un petit crochet pour indiquer qu'il y a un autre terme qui est infox. Mais j'ai demandé au moins que ça soit entre guillemets parce que c'est très marqué historiquement, quoi. Très bien. Alors, avant de passer peut-être au remède, c'est-à-dire à l'éducation aux médias ou l'éducation à la recherche de la malinformation, est-ce que vous pensez que ce phénomène de la malinformation, on va prendre le terme malinformation pour notre entretien, est-ce que ce phénomène de Merci. malinformation, est-ce que ce phénomène peut se régler par le droit, par la loi, par un système, j'allais dire, peut-être répressif ou non? Est-ce que c'est susceptible, comme en France, il y a eu une loi qui a été votée, est-ce que ça donne des fruits? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le chemin, un bon chemin ou une bonne voie? Oui, c'est une vraie question que nous nous sommes posées, en France et en même temps en Europe. Je parlerai plutôt d'abord de l'Europe pour après descendre sur le niveau français, si vous voulez bien, parce que Tout à fait, c'est une réponse à plusieurs étages, comme tous tout à les fait. étages de la gouvernance. Et l'Europe est quand même en surplomb. Alors, c'est vrai que on m'a demandé de faire partie des 40 experts qui ont été sollicités pour travailler sur la désinformation en ligne par la DG Connect, donc la division de l'Europe qui s'occupe d'Internet, qui s'occupe des télécommunications en fait. Parce qu'il y avait une grande inquiétude en Europe à l'époque, en 2017-2018, vu qu'il allait y avoir des élections dans toute l'Europe, et que la France avait déjà en 2017 été attaquée du côté du côté cyberguerre, donc fuite de données, etc., manipulée, on ne sait pas très bien encore si entre les États-Unis, la Russie, etc. Donc l'impression qu'il allait y avoir une ingérence étrangère sur toutes les élections européennes. Donc c'est cette inquiétude-là qui a motivé la DG Connect à créer ce groupe de travail. Et bizarrement, ce groupe de travail a pris moins de résolutions du côté de l'ingérence étrangère que du côté des réseaux sociaux, puisque un des gros résultats de ce travail, ça a été de dire il faut que les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., qui sont une partie du problème, développent une loyauté à l'égard de la démocratie et développent des règles éthiques qu'ils n'avaient pas. Il n'y avait pas de code de déontologie. Vous savez que tout nouveau média, au bout d'un moment, arrive à produire un code de déontologie de ce qui est praticable, acceptable, tolérable, pas tolérable en société. Or, ça ne s'était pas passé pour les médias sociaux. Et donc, un des résultats principaux de notre travail, ça a été de permettre à la DG Connect de mettre en place un plan d'action qui oblige les médias sociaux en Europe, présents en Europe, donc les GAFAM pour aller plus vite, à être transparents
sur la publicité en période d'élection, donc les 3 mois avant les élections, et à déposer dans une archive accessible à tous, donc les chercheurs, mais les politiciens, etc., les politiciennes, une archive permettant de voir qui, dans tel pays, a payé pour de la publicité mensongère, et donc une forme de propagande et une forme de désinformation ou de malinformation. Voilà, donc une forme, si vous voulez, déjà de régulation, qui est une autorégulation des plateformes. C'est à elles de mettre en place ces systèmes, et elles l'ont mise d'ailleurs de manière très diverse, pour assurer une certaine transparence des élections, en faisant l'hypothèse que les pays à ingérence commencent à agir entre les 6 et 3 mois avant une élection. Alors, donc, on est resté vraiment sur la désinformation, la malinformation en période d'élection. C'est ça qui est frappant en vous écoutant. Ce n'est pas un Oui, problème moral, ce n'est pas un problème d'éducation, c'est plutôt un problème politique, c'est-à-dire qui a voilà. déclenché tout ce phénomène. Oui. Oui. Bon, et a raison d'ailleurs, c'est que bon, là, il y avait vraiment un risque démocratique. Il y avait 2 risques, le risque à l'intégrité des élections, qui est quand même un énorme doute après sur la légitimité du pouvoir en place, on le voit bien avec Biden, et puis un risque sur l'intégrité de l'information, qui était moi ce qui me paniquait, pour ne rien vous cacher. Mais l'information et la démocratie, ça va quand même ensemble. Si on n'a pas confiance en l'une, on ne pourra pas avoir confiance en l'autre. Donc il y avait vraiment une démarche là importante. Nous, les chercheurs, on s'est quand même senti infusés d'une certaine mission démocratique là, importante. Et donc, voilà, donc au niveau européen, la préconisation principale, ça a été cela, plan d'action, les plateformes, soyez loyales, et voici comment faire, et on va vous surveiller. C'est-à-dire que tous les ans, on va vous demander de nous faire un rapport, et c'est un rapport transparent. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça a une répercussion sur la France au niveau du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est devenu maintenant Arcom en 2022, mais à l'époque était le CSA, qui est mandaté, du coup, c'est auto-mandaté pour savoir ce qui se passait en France. Et donc, on a fait plusieurs auditions, parce que je trouve que je suis aussi au CSA au titre de la chaire UNESCO, mandaté pour auditionner Twitter, Facebook, mais aussi la Wikipédia, etc. Enfin, tous ces grands organismes en ce moment qui régulent notre société, qui sont notre espace public commercial, pour donc savoir ce qu'ils faisaient, donc ce qu'ils ont fait pendant les élections américaines, ce qu'ils ont fait pendant la Covid, par exemple. Donc, on a suivi, on a dépassé la période des élections, mais en se disant qu'il y a le même risque démocratique avec la Covid, puisque, vous le savez bien, la santé a été politisée et que maintenant, le fait d'avoir un pass ou pas, de s'être fait vacciner ou pas, c'est la preuve d'une appartenance à tel ou tel parti politique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc voilà, on est vraiment dans des situations où tout devient extrêmement politisé, et c'est pour moi une des conséquences, une des influences premières de la malinformation. C'est que ceux qui la manipulent très bien politisent tout. Enfin, donc le moindre geste barrière devient un acte politique. Donc, on n'y pense peut-être pas quand on éternue, mais on en est à ce stade-là quand même dans certaines communautés en ligne. Mais précisément, la malinformation, donc tous, malheureusement, en majorité, les jeunes, qui sont peut-être plus branchés sur les réseaux sociaux que les autres catégories de population. En tout cas, la malinformation touche massivement les enfants et les jeunes. Et ma question maintenant s'orienterait plutôt vers qu'est-ce que font les gouvernements, qu'est-ce qu'on fait en France, mais aussi ailleurs, pour l'éducation aux médias. Parce que, et l'éducation en particulier à la malinformation. Parce que l'éducation aux médias, ce n'est pas nouveau. Comme vous le savez, il y a 15, 20 ou 25 ans, on avait commencé à se préoccuper de l'éducation à l'image à l'école. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des plans, est-ce qu'il y a des initiatives en matière d'éducation aux médias, tant par les gouvernements que par la société civile, les associations? Alors, je reviens juste une minute, je me rends compte que je n'ai pas répondu sur le plan français au niveau politique, puisque donc, pendant qu'on faisait le plan d'action, la France et l'Allemagne ont été les 2 pays à faire passer une loi. L'Allemagne, c'est une loi contre la haine en ligne, dans laquelle ils ont mis en partie la désinformation, parce qu'une partie de la désinformation peut mener à de la haine, notamment contre les migrants, vous voyez bien, contre un certain nombre de groupes fragilisés.
Et en France, on a fait une loi qui permettait au CSA de suspendre, par exemple, un média, si on pensait à RT, Russia, Sputnik, etc., hein, de suspendre un média s'il n'avait pas un comportement loyal en période électorale. Hein. Et on peut effectivement aussi décider, via un juge, de retirer du contenu et de sanctionner une personne. Voilà, donc Là encore, ça touchait aux personnellement, élections. Ça touchait essentiellement au c'était problème surtout électoral. oui, voilà, problème électoral. Bon, je n'y ai pas cru, je n'y crois toujours pas, mais je pense que le message du gouvernement à l'époque, c'était de dire à des États comme la Russie, on sait ce que vous faites. Et donc, voilà, on vous regarde comme vous nous regardez, quoi. C'était un peu un titre défensif plutôt qu'autre chose, hein, cette loi-là, me semble-t-il. Je n'ai pas regardé à quel point elle a été appliquée. Je n'ai pas entendu parler de particuliers ayant eu des sanctions spécifiques là-dessus, mais j'avoue que je ne suis pas allée voir. Voilà. Donc ça, c'est juste côté Tout à français. fait. Ouais. Voilà. Donc, on Excusez-moi. revient, Voilà. je vous en prie, Donc, je veux revenir sur la question de... Oui. l'éducation aux médias et l'éducation à la malinformation, Mm. tant par les ministères que par les associations, la société Oui. civile. Oui, alors c'est vrai que ce qui est sorti des solutions hein, lors du plan d'action comme dans les recherches en France, hein, c'est que on pouvait donc demander aux plateformes de s'autoréguler. Bon, les journalistes ont commencé à s'autoréguler eux-mêmes et ils ont créé le concept de fact-checking, Oui. ce qui est en fait leur cœur de métier, mais ils l'ont mis en avant presque de manière utilitariste hein, et aussi pour communiquer vers l'extérieur l'utilité de leur métier. Hein. On fait du fact-checking, on vérifie l'information. Donc ça, c'est les deux solutions de l'autorégulation qui ont émergé dans les médias. Les États donc, ont mis en place des lois, mais je vous dis, il n'y en a que deux. Hein. Et puis donc, dernière solution, une autre forme de régulation, si vous voulez, qui est la régulation au quotidien des individus par l'éducation, hein, qui est présentée un peu comme le meilleur filtre contre la désinformation. Donc, ont émergé vraiment ces deux facettes, on va dire, faisables, qui peuvent toucher le citoyen dans son quotidien, la vérification de faits, l'éducation aux médias. Hein. Et c'est sous l'éducation aux médias que est venue se mettre la notion de désinformation. Voilà, donc l'éducation aux médias qui était en train de disparaître du discours public au profit de l'éducation numérique. Faut-il coder, pas coder, faut-il apprendre à coder à l'école, etc. C'était le gros débat en 2016. Est revenu par le côté des contenus, pas du côté opérationnel, mais du côté des contenus, le contenu justement de l'information, des médias, etc. Et a retrouvé un deuxième souffle, puisque l'Europe a mis en place un observatoire des médias numériques qui s'appelle EDMO, mais qui en fait est un observatoire de la désinformation, si vous regardez de près ce que c'est, dans lequel il y a du fact-checking et de l'éducation aux médias. Et en France, on a remis en œuvre du côté de l'éducation nationale le CLEMI, l'opérateur donc CLEMI que j'ai dirigé en 2013-2015, et du côté du ministère de la Culture, le plan bibliothèque qui favorisait l'éducation aux médias à partir des bibliothécaires et non pas des journalistes. Donc, en France, on est sur deux professions, en quelque sorte, qui sont en train de prendre en charge l'éducation aux médias de manière plus ou moins officielle. D'une part, donc, les journalistes, et il se crée en ce moment un référentiel permettant aux journalistes d'intervenir dans les écoles pour former à la vérification de sources, et les bibliothécaires, profs documentalistes, qui, de toute façon, ont cette mission depuis 2013 de former à l'éducation aux médias. À cela se rajoutent au niveau des rectorats les référents CLEMI, et donc ça nous fait une couverture, si vous voulez, de l'éducation aux médias auprès des jeunes et un petit peu des adultes par les bibliothèques. C'est la BPI qui dirige cela, qui pilote cela au niveau du ministère de la Culture.
Et donc, on a en France un certain nombre d'opérateurs comme ça qui se sont mis en place, le CLEMI, l'ARCOM qui aussi a tout un plan éducation média et vient de sortir un rapport, le EduCNUM avec la CNIL qui travaille beaucoup sur les données, la BPI qui s'est emparée du sujet. Hein, voilà. Donc on est un pays parmi sans doute les plus riches sur l'approche à l'éducation, aux médias et à l'information. Et c'est vrai que moi, je suis très contente parce que je ne vous cache pas que j'ai essayé de pousser un maximum depuis des années cette éducation aux médias et à l'information. J'avais contribué au sein de l'UNESCO à la déclaration de 2011, la déclaration de Fès, qui disait qu'il fallait rajouter et à l'information, hein, à éducation aux médias pour mettre cette notion à jour hein, au XXIe siècle. Hein. Et là maintenant, ça triomphe, si je puis dire, au niveau mondial. L'éducation aux médias et à l'information apparaît comme une des solutions pour tous les gouvernements afin de sensibiliser et de former les publics. Et ça, donc, c'est plutôt donc, pour l'éducation formelle, si on reprend la classification de l'UNESCO. Est-ce qu'au niveau de l'éducation non formelle, vous avez vu des initiatives intéressantes en France ou ailleurs, précisément d'éducation à la malinformation? Parce que c'est souvent par l'éducation populaire et les associations, etc., que peuvent se conduire des opérations intéressantes. Oui, vous avez absolument raison, Patrick. Historiquement, ça a été le cas. Hein, c'est le cas de tous les enseignements A, hein, parce que ce ne sont pas des disciplines, hein, donc ils n'ont pas une légitimité, on va dire, historique, hein, pédagogique classique au sens réel du mot classique hein, dans la classe. Hein. Donc ça se passe effectivement souvent dans des situations non formelles, moi qui me tiennent beaucoup à cœur aussi, hein, et hors la classe. Donc en France, on a trois grosses associations historiquement qui ont mis l'éducation aux médias et à l'information dans leur agenda depuis très longtemps. Ce sont la Ligue de l'enseignement, les CMEA et les Franca. Et donc, ces associations ont continué, hein, bien sûr, à alimenter leur réseau et leurs chapitres locaux et régionaux, hein, parce que l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles essaiment très vite hein, au niveau local. Elles ont continué à faire cela, mais elles se sont rendues compte qu'elles avaient du mal à s'emparer du sujet, hein, parce que ça devient assez technique très vite, la désinformation. Et c'est là où a essaimé, depuis 2 ou 3 ans, hein, un très grand nombre, hein, donc un tissu assez intéressant, micro-associatif, hein, des associations pas très grandes, parfois 2 à 3 personnes, dont la mienne d'ailleurs, hein, Savoir Devenir, hein, qui est une association que j'ai créée en 2015 pour adosser la chaire UNESCO, parce que la chaire était très, très sollicitée justement dans le non formel. Or, moi, la chaire a été formelle hein, dans l'université. Et donc, on est comme ça maintenant, je dirais, je peux vous envoyer la liste si ça vous intéresse, peut-être une vingtaine d'associations petites, mais chacune très pointue. Donc, par exemple, Entre les lignes, qui a été créée avec l'AFP et Le Monde, et qui envoie des journalistes dans les écoles pour former à la désinformation. Comment ça s'appelle, What the Fake, qui est une association aussi de journalistes qui travaille plus sur la partie algorithmique. Freya, qui développe des jeux sérieux à l'esprit critique, par exemple, etc., avec lesquels je travaille aussi. Hein. Donc voilà, et l'idée que j'ai essayé de porter avec elle, c'est de dire que nous avons vocation à rester petites. Parce que, par contre, notre mission, c'est d'alimenter les grosses dans ce en quoi elles ne sont pas capables de bouger trop vite, hein, parce que c'est des machines assez énormes qui n'ont pas que l'éducation média à leur agenda, elles ont la santé des enfants, l'hygiène, etc. etc. Hein. Donc, nous, on peut arriver en disant, on a des ressources. Voilà, on vous propose ça, et si on peut vous former très rapidement, une vingtaine de formateurs, et hop, vous pouvez continuer à essaimer à votre manière. Donc, l'idée, c'était un peu d'être des associations plug-in, en quelque sorte. Se branche sur vous et on vous amène une compétence hein, ou un champ ou une ressource que vous n'avez pas et pas le temps de développer, mais que nous, par contre, c'est notre spécialité de faire. Quoi. Donc, c'est un peu comme ça que s'organise un peu la chose dans le champ.
Et puis, alors par contre, et là c'est un scoop, hein, depuis 2 ou 3 jours, le rapport Bronner est sorti, hein, sur la désinformation. Et c'est que le ministère de la Culture, en ce moment, nous pousse à nous fédérer, hein, ou à nous organiser de manière à former une coalition plus visible. Voilà, alors c'est en débat en ce moment, et c'est à suivre. Mais voilà, il y a une vingtaine d'associations comme ça qui sont soutenues par le ministère de la Culture et qui ont produit donc un certain nombre de ressources et d'initiatives. Donc, en fait, à vous écouter, il y a quand même une prise de conscience, tout du moins dans les pays démocratiques, dans les pays que vous avez pu observer, il y a quand même une prise de conscience et des réponses quand même qui sont appropriées et qui essayent de remédier à cette malinformation. Mais si on voit un peu au niveau, c'est-à-dire mondial, est-ce que là, il n'y a pas un énorme problème avec un certain nombre de pays plus ou moins démocratiques, plus ou moins totalitaires, plus ou moins autoritaires, enfin, pour lequel la malinformation, j'allais dire, c'est pas du tout intéressant et au contraire, c'est même un instrument du pouvoir. Donc là, il y a un véritable enjeu, j'allais dire, au niveau mondial, j'imagine. Oui, ça, je vous sens arriver vers les questions qui intéressent l'UNESCO. Oui, absolument. Après, on va terminer avec la chaire UNESCO, justement. Oui, alors voilà, disons que… Par parenthèse, je voulais dire, Madame Fromek, que vous avez coordonné pour l'UNESCO un kit pour l'éducation aux médias à l'usage des enseignants, des parents et des professionnels. Je le dis parce que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent et qui liront le compte-rendu de notre entretien. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai, ça j'ai fait ça en 2006-2007. Depuis, on l'a mis à jour 2 fois, hein, et c'est devenu comment dire, une sorte de manuel, hein, de formation des enseignants. Et nous avons aussi produit à côté avec l'UNESCO un manuel de diagnostic pour les États qui voudraient mettre en place l'éducation aux médias, à l'information, voilà, pour les politiques publiques. Et moi, j'ai publié pour l'Union européenne, dans les éditions Routledge, en 2017-2018, aussi une analyse comparée des politiques publiques d'éducation aux médias en Europe, que je suis en train de mettre à jour maintenant, hein, pour voir ce qui se passe. Disons que si on en est là sur l'Europe, l'enjeu qui a toujours été le mien, c'est de faire que l'éducation aux médias ne soit pas seulement un enseignement transversal dans les classes, dans les écoles, hein, qui est fait par les profs d'histoire, par les profs de français, les profs de mathématiques, etc., hein, mais que ça soit aussi une discipline à part entière et dès la primaire, afin que les jeunes soient le plus possible formés, hein, à communiquer, naviguer en ligne, hein, qui est en train de devenir quand même une des compétences douces du XXIe siècle. Donc, je milite pour que ça soit aussi une littératie de base et que ça fasse partie du programme officiel dans les écoles. Voilà. Ça peut prendre la forme que ça prendra. Pour le moment, en Europe, ce sont les pays nordiques, ça ne vous étonnera pas, qui mettent cela en place. Et ils ont révolutionné, hein, leur système, leur programme de base, en appelant ça les multilittératies. Et en créant donc tous leurs cours, hein, en primaire et autres, autour de la notion d'information, avec un investissement massif dans la recherche. Voilà. Donc, ils ont fait pour moi la mutation que je souhaiterais pour la France. C'est la Suède, non? Si je vous ai bien lu, c'est plutôt la Suède en particulier. Finlande pilote, comme d'habitude. C'est le premier pays en éducation. Ce n'est pas étonnant. Bon, alors, vous me direz, c'est un petit pays, 2 millions d'élèves. C'est plus facile, en quelque sorte, hein, de mettre en place, hein, ce genre d'approche, notamment par les pédagogies actives, hein. Ils ne sont pas du tout la même organisation scolaire que nous, hein. Les enseignants ont des plages horaires de 2 à 3 heures, hein, dans lesquelles ils peuvent faire un certain nombre de choses. Nous, bon, on est dans le carcan des programmes et des 45 minutes. Hein. Bon, c'est pas tout à fait et le la même. Finlande est frontalière avec l'ex-URSS, donc peut-être que voilà. Et comme par hasard, la Finlande a l'Institut d'excellence de lutte contre la désinformation. Ouais, Voilà.
Suède aussi, non, on peut dire, Finlande, Et Suède. la Suède a sorti, au lieu de sortir une loi, pour répondre à votre question sur la loi à Oui. retard, au moment où la France faisait une loi, la Suède a ressorti un guide de réponse rapide en cas de désinformation qui ressemble beaucoup au guide qu'ils avaient envoyé à tous les citoyens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui. Oui. Donc, il y a un vrai sens de la menace hybride dans ces pays-là. Mais aussi, depuis très longtemps, hein, comme la France, la Finlande et la Suède, ont développé une vision de l'éducation aux médias axée sur la citoyenneté. Donc, que ça aide les gens à être des citoyens, à prendre des décisions parce qu'ils consultent les médias et ils savent les décoder, les décrypter, etc. Voilà. Donc ça bouge de ce côté-là. En Europe, hein, il y a plusieurs pays qui s'en emparent de manière différenciée. Et c'est pas plus mal. Hein. Alors, les autres pays, c'est assez drôle parce que pratiquement tous les pays sont en train de se préoccuper de la désinformation. Peut-être moins de l'éducation média, mais de la désinformation, y compris la Chine, y compris la Russie, ce qui est assez savoureux quand on y réfléchit. Mais la nouveauté pour moi, et c'est intéressant pour nous les Français, c'est que l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, vient de s'emparer de cette question. Hein, depuis 2019, ils ont mis l'éducation aux médias dans leur agenda et aussi créé une mission qui se préoccupe particulièrement de la désinformation parce que les pays de la francophonie sont soumis aussi à beaucoup d'ingérences étrangères. La Russie, la Chine, la Turquie sont extrêmement présents. Les Émirats, hein, parce que bon, les pays qui produisent beaucoup de désinformation sont maintenant bien connus et bien repérés. Comme vous le disiez, ce ne sont pas des pays particulièrement démocratiques. Ce sont même des pays qui ont une volonté de démolir la croyance hein, et la confiance hein, dans les démocraties. C'est un but avoué, vérifié hein, de la Russie, par exemple. Donc voilà, donc ça nous a beaucoup réveillés, hein, les pays démocratiques, qui nous étions endormis depuis la fin de la guerre froide, en se disant qu'il ne pouvait pas y avoir de propagande en temps de paix ratée. Il y a de la propagande en temps de paix, il y a de la désinformation en temps de paix, et c'est une forme de guerre. Et ça, le ministère de la Défense français et d'autres ministères, dont l'OTAN, hein, l'ont bien pris en compte. Hein. Depuis l'année dernière, l'OTAN a fait une déclaration disant que l'éducation aux médias était une priorité stratégique pour eux, et elle fait partie maintenant de leur répertoire en termes de diplomatie publique. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point ce sujet hein, est en train de prendre des proportions qui se... Voilà. Alors nous, les pionniers de l'éducation média d'information, on est un peu effrayés de la tournure que ça prend, pour ne rien vous cacher, parce que j'en parlais hier avec une de mes collègues ici américaine qui pilote un des premiers centres d'éducation média aux États-Unis. Elle me dit, mais jamais, quand on a fait ça dans les années 50, 60, hein, on aurait pensé qu'on allait se retrouver à travailler avec l'OTAN. Mais on en est là, quoi, tellement la situation a pris des proportions inimaginables. Et la Covid, bien sûr, hein, a amplifié encore plus la chose. On aurait pu se dire, OK, les élections sont passées, on se calme, mais ça ne se calme pas. Et à chaque nouvelle vague de variants, on se retrouve à nouveau confronté à cette question voilà. Donc, la bonne nouvelle, quand même, c'est que l'OIF, en tout cas pour tout ce qui concerne les pays francophones, s'en empare. Il y a maintenant des actions que je mène d'ailleurs avec l'UNESCO d'une part, l'OIF, mais aussi des associations locales au Cameroun, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Haïti, où on sensibilise donc les gens à la lutte contre la désinformation. Et là-dedans, il y a beaucoup d'associations qui sont venues nous rejoindre très bizarrement. Ça peut être toutes celles qui relèvent de l'article 19, des droits de l'homme, des droits des femmes, du handicap, qui ont tous des formateurs hein, qui ont des besoins au niveau justement du non formel, hein, de former leurs formateurs à ces questions. Et donc, il y a par exemple au Cameroun maintenant une association qui s'appelle Éduc Média, hein, qui fait du très très bon travail. Pareil en Côte d'Ivoire, hein, avec les bénévoles de l'EMI, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent avec la tolérance, voire la bienveillance des États, même s'ils ne sont pas tous complètement démocratiques, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas que eux
qui font de la propagande classique, hein. Il y a toute cette ingérence qui vient des frontières, hein, et qui vient transfrontière par l'Internet, hein, et que donc, s'ils veulent s'assurer que leurs citoyens fassent des choix à peu près éclairés, il faut les former. Alors précisément, puisqu'on a parlé de l'UNESCO, venons-en à la chaire UNESCO que vous avez créée, dont vous êtes la présidente, qui est rattachée à l'Université Sorbonne Nouvelle. La chaire UNESCO, savoir devenir à l'ère du développement numérique durable, articuler usage et apprentissage pour maîtriser les cultures de l'information. C'est un long Oui, titre. alors je l'ai raccourci à Ah oui, savoir bon, devenir. oui. Parce que vous avez créé une association qui s'appelle Savoir Devenir, qui est Voilà, oui. liée à la chaire, si j'ai bien Oui, compris. alors ce que j'espère est un peu une forme originale par rapport aux différentes chaires, mais je pense que c'est une bonne pratique, je trouve. Alors, Oui, et ça, allez-y, ben, allez-y. merci d'ailleurs, mes remerciements à Suzy Halimi, parce que c'est elle qui m'a encouragée à le faire. À la Sorbonne Nouvelle, nous sommes toutes les deux des enseignantes là. Et la chaire fait partie en fait d'un réseau, Oui, de l'ensemble le des chaires réseau UNESCO, oui. UniTwin. Alors, de l'ensemble des chaires UNESCO, mais aussi au sein de l'UNESCO, il y a un réseau qui s'appelle MILID. MILID, ça veut dire Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue. Donc, c'est un réseau de chaires qui font de l'EMI. Voilà, on est une dizaine de chercheurs dans le monde entier, sur les 6 continents. Et je fais aussi partie, ma chère à moi, un peu spéciale, parce qu'elle fait partie aussi du réseau Orbicom, qui est le réseau des chaires en infocom. Voilà. Parce que, alors pourquoi je fais ça? Vous allez dire, allez, bon, c'est toujours bon, un, parce que je crois beaucoup au réseau, mais deux, parce que l'éducation aux médias, pour moi, a toujours fait partie à la fois des sciences de l'information et de la communication et des sciences de l'éducation. Puisqu'on fait les deux, on fait rencontrer l'éducation et les médias, hein. Donc, on marche sur 2 pieds, si vous voulez, d'où le fait que ma chaire est associée à MILID et à Orbicom, hein, voilà, et fasse partie du réseau français des chaires, bien sûr, hein, auquel on essaye de contribuer. Donc pour votre chaire UNESCO Savoir Devenir, nous allons donner à nos lecteurs les liens nécessaires pour qu'ils puissent aller sur votre site internet où il y a énormément de renseignements sur vos projets, vos publications, les conférences, etc. qui sont données. Mais est-ce que vous pourriez, moi j'ai noté un des programmes de recherche que vous avez conduit sur les contenus en ligne et usage des jeunes, notamment en particulier liés à la radicalité et aux fake news. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce programme qui me semble, c'est-à-dire très intéressant pour c'est-à-dire les gens qui nous écoutent et les gens qui liront le compte-rendu dans notre publication lien. Oui, alors, c'est vrai que le fait d'avoir une chaire, c'est important quand même de le signaler pour tous les collègues, ça permet d'agir en transversal dans son université, hein, en allant chercher des collègues de différents secteurs, hein. Moi, je suis en infocom et en étude des mondes anglophones, hein. À nouveau, je veux mes 2 piliers. C'est vrai que les mondes anglophones me permettent de comprendre la fabrique de l'information, parce que c'est dans les mondes anglophones que se trouve le laboratoire de l'information, hein. C'est eux qui ont inventé CNN, c'est eux qui ont inventé Internet, etc., hein. Donc, ça me donne une vue très, très large, mais aussi très rapide des évolutions. Donc, ça permet voilà, et ça permet ensuite de déposer des projets ou de répondre à des appels à projets, hein. Et donc, j'ai répondu à un appel à projet de l'UNESCO qui me demandait, c'est quand même mes collègues, Séraphin Alaya notamment, d'analyser les recherches dans le monde sur les questions de radicalisation, avec l'hypothèse qu'elles pouvaient venir, hein, d'Internet, hein, et que les jeunes pouvaient se radicaliser en ligne. Voilà. Donc, on a analysé comme ça des centaines de recherches, hein, pour voir s'il y avait un impact d'Internet et lequel c'était, hein. Alors, la réponse, évidemment, n'est pas simple. Ce qui est très clair, c'est que Internet est utilisé par les extrémistes pour recruter des jeunes, mais des adultes aussi, hein, pour faire leur publicité. Malheureusement, on l'a vu avec un certain nombre de scènes d'égorgement, et pour trouver du financement. Voilà.
Alors, l'impact ensuite sur les jeunes eux-mêmes, il est très mitigé parce que, évidemment, un jeune qui se radicalise ne se radicalise pas que à cause de ses relations sur Internet. Ça vient d'un milieu autour qui est extrêmement fragilisé depuis un moment, et qui explique d'ailleurs que le profil des jeunes radicalisés n'existe pas. C'est très, très différencié et ils peuvent basculer en 3 mois. Donc, ça nous a permis quand même de voir un peu ce qui se passait autour de ces jeunes radicalisés et les lieux où ça pouvait se passer. Et ce n'est pas que Internet, c'est souvent la prison et la mosquée. Voilà. Donc, ça nous a permis un petit peu de dire ce genre de choses. Donc, Internet fait partie du problème, mais ça n'est pas une radicalisation qui est faite que par Internet. Par contre, une fois que les jeunes sont recrutés, là, c'est là qu'ils peuvent trouver à se former et à se rencontrer, etc. Voilà, donc ça, c'était mes premières recherches. Et c'est à partir de là que j'ai dû d'ailleurs créer mon association parce que il y avait trop de demandes et qu'il fallait qu'on puisse recruter 2 ou 3 personnes à temps plein qui n'étaient pas présentes dans l'université pour pouvoir travailler. Et c'est le moment d'ailleurs où l'Union européenne a un peu modifié ses façons de distribuer des projets et des financements pour des projets en sollicitant la présence de la société civile et la présence d'organisations. Et c'est pour ça que depuis, en fait, il vaut mieux aller sur le site de l'association Savoir Devenir pour savoir ce que fait la chaire, parce qu'on s'est investi à fond depuis 2015 dans ces projets qui ont augmenté, parce que la désinformation est arrivée juste après, avec beaucoup de financement de la DG Connect notamment, qui s'est la plus préoccupée de ces questions. Oui, justement, je voulais terminer par la question justement du soutien des États et des organisations internationales aux actions précisément visant à éduquer aux médias et à réduire cette malinformation. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de sources de financement pour lutter contre la malinformation, que ce soit de la part des États, que ce soit de la part des organisations internationales? Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience et des aides? Oui, il y a des aides et c'est en train de changer cette année. Donc, mais ces 5 dernières années, il y a vraiment eu des programmes dans plusieurs pays pour le faire. En France, quand Madame Nielsen était ministre de la Culture, elle a mis un gros budget à la fois sur la vérification et sur l'éducation aux médias. Et donc, il y a à peu près une trentaine de projets par an qui sont financés à hauteur d'environ 50 000 € par la DGNIC, au ministère de la Culture. La direction générale la direction générale des médias, des industries culturelles et créatives. Voilà. Et le secrétariat en général d'ailleurs du ministère de la Culture. Donc, c'est quand même une vraie prise en charge là. Au niveau de l'Union européenne, la DG Connect a mis en place un programme de 5 ans qui vient de s'achever, enfin qui s'achève là en 2022, qui s'appelait Media Education for All et qui a financé comme ça 18 projets. Alors, les projets européens, tout de suite, c'est 4 à 5 pays, bien sûr, tous sur à la fois désinformation, éducation aux médias et esprit critique. Il y avait on pouvait s'inscrire dans ces différents pôles. Moi, j'en ai remporté 2 d'ailleurs dans cet appel à projet. Je peux vous en parler si vous le souhaitez. Et là maintenant, ce genre de financement s'arrête, mais est repris par 2 autres grands programmes, alors du coup européens, le Horizon 22-27, donc la recherche, qui a au moins 2 sections, pas avec le mot éducation aux médias, mais avec le mot désinformation, dont désinformation et data et algorithmes. Donc, on va vers la partie beaucoup plus algorithmique, technique de la désinformation, parce qu'on sait bien que c'est le futur. On va vers les deepfakes, etc. Donc, tout ce qui relève de l'IA et de la fake news. Et un autre projet plus sur une autre section, pardon, plus sur les usages. Et donc là-dedans, on peut aussi mettre des... Et puis, il y a Digital Europe, c'est-à-dire la formation de manière plus large au numérique. Et là-dedans, je suis en ce moment en train d'agir
pour que on puisse mettre les compétences d'éducation aux médias avec les compétences du numérique. Alors, comment on agit dans ce sens-là? Bien, d'abord, parce que la DGEAC, donc non plus la DG Connect, mais la DGEAC, a elle aussi créé un groupe d'experts qui est en train de rédiger des textes en ce moment, dont Savoir Devenir donc, fait partie, qui s'appelle le groupe d'experts pour lutter contre la désinformation et promouvoir l'éducation numérique. Et là, c'est la DGEAC, hein, donc la DG Éducation et Culture, hein, ce qui est énorme comme changement parce que, comme vous le savez, l'éducation, normalement, en Europe, elle est subsidiaire, ce sont les États membres hein, qui sont décideurs. Là, ça va être, je pense, un certain nombre de décisions au niveau des États membres qui vont être mises en place par Maria Gabriel, on va voir. Hein. Le rapport sort fin janvier et la mise en œuvre sera publiée en juin. Mais la façon dont on agit dans ce rapport, c'est de pousser pour que l'éducation média fasse partie de l'éducation numérique. Voilà. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les DIGCOMP, les compétences numériques, qui existent depuis 2013-2014, et dont Savoir Devenir fait partie en ce moment pour la révision des DIGCOMP 2.2, qui nous ont demandé, ils sont venus nous chercher pour dire, eh bien, aidez-nous. Alors, les DIGCOMP, il y a 5 domaines: information, communication, création, sécurité et prise de décision, hein, qui nous ont dit venez enrichir les différents domaines qu'on a établis. Vous voyez bien, communication, information, hein, sécurité. Venez les enrichir de compétences, d'exemples du côté de l'éducation aux médias, de la désinformation. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça va sortir là en février-mars 2022. Et il faut savoir que l'Europe s'en sert de ces DIGCOMP pour ces indicateurs de niveau de la population, hein, savoir si les gens savent s'informer, etc. Hein, voilà. Donc, on est en train de pousser, si vous voulez, vers une massification de la formation à la lutte contre la désinformation hein, par le biais de l'éducation aux médias et de l'éducation au numérique. Ça implique une modification de l'éducation numérique qui est très, très souvent conçue comme très opérationnelle. Hein. Est-ce qu'on sait ouvrir son ordinateur? Est-ce qu'on sait cliquer, etc. Hein. Là, on est vraiment sur des contenus, on est sur des attitudes, des aptitudes. Hein. Et moi, bien sûr, je vais aussi pousser un peu vers les valeurs, liberté d'expression, participation, etc. Bien sûr. Voilà, donc c'est beaucoup d'actions, mais la chaire permet comment dire, de s'exprimer pour le bien public d'une certaine manière et pour mettre en place, adossé à de la recherche, si vous voulez, hein, des politiques publiques. Hein. Je comprends. Écoutez, madame, je ne voudrais pas trop abuser de votre temps parce que c'est le début du week-end un peu en Pennsylvanie. C'est pas un problème. Pardon, quand même. Donc, pour les lecteurs qui liront le compte-rendu de notre entretien, je voudrais leur dire que d'abord, ils peuvent se référer à l'ouvrage le plus synthétique que vous avez fait, mais il y a bien d'autres publications que nous mentionnerons. Mais donc, le principal l'ouvrage le plus synthétique et le plus grand public, si j'ose dire, sans aucune sens péjoratif, c'est faut-il avoir peur des fake news? Faut-il avoir peur de la malinformation, en traduction, c'est-à-dire donc à la documentation française, paru en 2019. Et bien sûr, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, qui me semblent vraiment pris en compte par bon nombre de pays, tout le moins en tout cas européens pour le moment, mais même ailleurs, et bien de se connecter sur le site internet de la chaire UNESCO et plus particulièrement de votre association Savoir Devenir, qui est une émanation de la chaire UNESCO que vous avez créée à la Sorbonne Nouvelle. Donc, s'il vous plaît, encouragez vos auditeurs et vos lecteurs à utiliser la partie ressources, le volet ressources du site savoirdevenir.net, parce que là, il y a beaucoup de ressources, dont une des dernières qui va arriver, je voudrais la mentionner parce que j'en suis très fière, qui est un MOOC, un cours massivement ouvert hein, sur la désinformation pas à pas, fait dans le cadre du projet européen YouVerify, avec l'OIF aussi, un MOOC donc, qui a eu plus de 1700 participants du monde entier là, en un mois,
et qui a produit quelque chose comme une base de 140 fake news analysées par les participants. Et on va faire une deuxième saison au mois de février. Et ensuite, ça sera une REL, donc toujours dans le modèle UNESCO. Ça sera une ressource éducative en ligne ouverte et libre de droit. Donc, pour continuer cette lutte et que les gens puissent se former du mieux possible à ces questions, toujours dans une vision esprit critique, éducation média, montage de projets, qu'on ne reste pas juste dans « bon, j'apprends le mécanisme des informations ». C'est la logique éducation aux médias, c'est « ok, j'ai appris, j'ai compris, maintenant je réagis, j'applique, j'interviens dans la vie publique ». Et c'est un peu ça le message de la chaire UNESCO. Savoir devenir, c'est savoir se projeter dans le numérique et agir dans le numérique. Et le MOOC sera donc en ligne dans l'onglet ressources sur le site de Savoir Devenir. Au niveau du projet YouVerify, le projet YouVerify qui est porté par l'AFP, l'Agence France Presse aussi. Voilà, donc on essaie vraiment d'agir avec beaucoup d'acteurs. Je crois que c'est peut-être aussi un message, et c'est un message que les chaires peuvent faire passer, on est multi-acteurs dans cette approche. Ce sont des phénomènes complexes. J'espère que notre entretien aura fait comprendre que c'est un phénomène très complexe, transfrontière, avec toute la richesse de la diversité culturelle, du coup, même dans la désinformation. Il y a des styles de désinformation selon les pays, figurez-vous. Mais que donc, pour être efficace, pour être utile, il ne faut pas être seul, et il faut s'aimer un maximum avec un maximum d'acteurs. Mais on a la chance d'avoir ces acteurs et de les voir se mobiliser aussi sur ces thématiques. Si vous voulez ajouter quelque chose ou une information supplémentaire, n'hésitez pas avant que nous… Patrick, je viens de le faire, donc voilà, donc vous pouvez peut-être mettre ça avant, et puis après faire votre… En tout cas, merci beaucoup d'avoir commencé ce week-end avec nous pour partager votre enthousiasme pour la lutte pour une meilleure information. Et donc, au nom de la FUS, je tenais à vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous et pour le travail que vous faites. Merci à vous, vous faites aussi un travail absolument nécessaire.